Dans cet épisode, j'ai échangé avec Jacques Barrault, associé fondateur de Grand Sail. Grand Sail est une entreprise qu'il a fondée en 2010 avec son frère jumeau et qui vise à décarboner le transport maritime grâce au tout premier voilier cargo. Il nous raconte pourquoi la technologie n'est pas toujours la bonne réponse face aux enjeux de durabilité. Comment trouver le bon équilibre entre rentabilité et équité sociale. Et l'incroyable élan positif d'une entreprise à impact qu'il avait sans doute sous-estimé. Il nous emmène dans les coulisses de son aventure entrepreneuriale et nous partage son histoire. Témoin privilégié de l'aventure Grand Sail, Michel Kerouédan, responsable maritime chez le courtier en assurance Holland Associés, nous apporte également son éclairage. La Bretagne, ses embruns, ses marins, sa géographie terre-mer, le goût pour le travail et le voyage, Jacques pourrait parler des heures de ses origines. Plutôt du côté des Côtes d'Armor depuis quelques générations, précise-t-il. Mais sa fibre environnementale trouve aussi son origine dans d'autres racines. Quand j'étais jeune, avec mon frère Olivier et Gwendal, d'ailleurs notre troisième frère, d'avoir des parents qui achetaient toujours des produits bio, qui étaient effectivement assez conscients, je dirais quasi naturellement d'ailleurs, des problématiques environnementales. Ça nous a probablement donné une fibre, une sensibilité environnementale, je le dirais comme ça. Peut-être une meilleure conscience de la fragilité de la planète finalement, puisqu'on en est tous à le constater depuis maintenant quelque temps. Sa formation scientifique s'est prolongée jusqu'à un master sur la structure des matériaux et l'innovation industrielle. Il en retient notamment les clés pour une meilleure compréhension des enjeux de la planète. Il exerce d'abord un savoir-faire de pilotage projet qui va l'amener à travailler avec son frère Olivier jusqu'à la création de Grand Sail. C'est vrai que j'ai toujours eu une formation à la base scientifique et qui m'a un petit peu guidé d'ailleurs au fil des années à toujours m'intéresser aux faits scientifiques et non pas forcément aux grands discours. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et qui m'a aussi d'ailleurs donné des clés de compréhension sur la manière dont la planète nous subit finalement depuis maintenant pas mal de décennies. La science est quand même une très très bonne manière de comprendre les choses et du coup de trouver des pistes en tout cas d'amélioration. Très clairement, avec mon bagage scientifique de base, j'ai commencé plutôt à piloter des équipes d'ingénierie en informatique et en électronique jusqu'à l'année 2008 où j'ai fini par rejoindre donc mon frère Olivier qui avait initialement développé des parcs éoliens terrestres et qui venait juste avec ses associés de lancer une activité de développement de parcs éoliens mais offshore, donc des éoliennes en mer. Et avec mes habitudes de développement en mode projet, et aussi par le fait que je passais pas mal de temps en mer, j'ai plongé pendant pas mal d'années, notamment en baie de Saint-Brieuc, au sein du club, le club Épave, pour les citer d'ailleurs. Et bien en fait, j'ai appliqué toutes les méthodes que moi j'avais appris au fil des années pour développer des projets informatiques ou électroniques. J'ai appliqué ces méthodes au développement projet plutôt offshore, donc des contextes techniques qui n'ont finalement pas grand-chose à voir, mais avec finalement des méthodologies qui se rejoignent un petit peu. Et on a œuvré comme ça pendant 8 ans au développement des énergies marines renouvelables, donc sur le territoire métropolitain, donc en France. Et quand Olivier a eu cette idée de développer Grand Sail, donc qui consistait à finalement contribuer à décarboner le transport maritime, qui en a bien besoin, en fait, je l'ai naturellement rejoint pour poursuivre également l'aventure. Nous sommes en 2013, il est question de transport maritime bas carbone. Mais alors, à quel moment et pourquoi les activités de torréfaction et de chocolaterie se sont-elles invitées dans le projet ? Eh bien, la première idée était effectivement de décarboner le transport maritime, et donc on en est vite arrivé à cette notion de voilier cargo, puisqu'aujourd'hui on n'a toujours pas trouvé mieux que des mâts et des voiles pour pousser un navire sans énergie fossile. Et c'est là où on s'est dit, plutôt que de chercher des chargeurs à l'extérieur, donc chercher des clients qui auraient besoin de charger du matériel ou des denrées alimentaires dans notre navire, est-ce qu'on ne pourrait pas devenir notre propre chargeur en développant une activité de torréfaction de café et une chocolaterie, ce qui du coup générait le prétexte de traverser l'Atlantique donc avec notre navire qu'on souhaitait développer pour aller chercher les matières premières, c'est-à-dire les cafés verts et les cacaos en Amérique latine. Ainsi, en 2013, l'activité de torréfaction de café est développée, complétée en 2016 par la chocolaterie. Le navire est financé fin 2018, opérationnel en novembre 2020. Tout semble s'enchaîner naturellement, mais l'histoire est-elle vraiment si simple que ça ?
Le projet pouvait paraître peut-être un petit peu difficile au début puisqu'on cumule beaucoup de métiers, mais finalement, en séquençant les difficultés, on arrive petit à petit à digérer tout ça et au fil des années, on finit par intégrer le savoir-faire. On peut toujours avoir des doutes de temps en temps, pas forcément sur le sujet lui-même, parce qu'on était vraiment convaincus que c'était ce qu'il fallait faire. En revanche, on pouvait raisonnablement avoir des doutes au début sur le succès des produits. Typiquement, quand on a sorti nos premiers cafés et quand on a sorti nos premières tablettes de chocolat, il est vrai qu'on s'interroge toujours sur l'accueil des produits. Mais bon, finalement, l'avenir nous a montré que l'accueil était excellent. Donc, c'est peut-être les seuls doutes qu'on a eus. Quand on demande à Jacques les enjeux pour créer et assurer la longévité d'une entreprise responsable, il rappelle assez vite la rentabilité nécessaire à la durabilité de tout projet, dans une équation complexe, mettant au centre les limites planétaires et l'équité sociale. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre la prise en compte des limites environnementales, le tout avec une bonne équité sociale, que ce soit au travers de nos propres salariés ou même au travers de nos producteurs de café et de cacao, et le tout avec une rentabilité suffisante pour que le projet global puisse se développer sans risque. Puisqu'il faut quand même le rappeler de temps en temps, mais une entreprise qui n'est pas rentable n'est par nature pas durable. Il faut considérer qu'on est dans un espèce de développement, dans une amélioration quasi permanente sur les deux piliers principaux qui sont évidemment l'environnement et le social. On doit apprendre à vivre un peu différemment pour que les 8 milliards d'êtres humains sur la Terre génèrent au final une pression environnementale bien plus faible que ce qu'on a imposé à la planète jusqu'à ce jour, et le tout avec une meilleure équité sociale. Et ça rejoint typiquement la théorie du donut que j'explique de temps en temps, qui est cette fameuse théorie qui regroupe les limites planétaires et cette fameuse équité sociale, donc qui est également au centre du jeu. Et l'équilibre dans tout ça est absolument fondamental si on veut que l'humanité puisse continuer à vivre correctement, on va dire, sur notre petite planète bleue. Lors des échanges avec Jacques, il fait régulièrement référence aux limites planétaires, celles qui définissent le cadre au-delà duquel un développement juste et sûr pour l'humanité ne serait plus garanti. Un rappel de ces limites s'impose. Les fameuses limites planétaires sont au nombre de 9. Il y en a une qui concerne le changement climatique, donc ce qui signifie indirectement qu'il y en a 8 autres quand même qu'il faut également savoir prendre en compte, comme l'acidification des océans, la pollution chimique, le dérèglement du cycle de l'azote et du phosphore, qui est lié notamment aux engrais dans l'agriculture conventionnelle, la raréfaction de l'eau potable, la disparition des terres agricoles, la perte de biodiversité, la pollution de l'air. Et il y en a une qui va se porter bien, qui est la couche d'ozone, qui en principe devrait être à nouveau complète à l'horizon 2050. Et donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces 9 limites, on en a aujourd'hui dépassé 7. Alors forcément, la question nous brûlait les lèvres. Quelles sont les limites adressées par Grain-de-Sail ? Et bon, évidemment, sur le bilan carbone, au travers de notre transport maritime, c'est évidemment très efficace. Au niveau de l'agroforesterie, qui offre un bilan carbone bien meilleur au niveau de la production. Ça, c'est également quelque chose qu'on favorise. Les navires à voile n'émettent pas d'émissions polluantes, ne font pas de bruit non plus. Nos cafés, évidemment, et nos chocolats sont produits donc en bio. Donc là, on favorise la biodiversité. Et on résout également par la même occasion le dérèglement du cycle de l'azote et du phosphore, puisqu'on est sur des agricultures biologiques. Les bâtiments de production sont des bâtiments très bien isolés, avec de la production photovoltaïque en toiture. On évite d'installer des bâtiments sur des terres qui sont des terres agricoles, donc on est plutôt sur de la friche industrielle. L'autre volet qui anime particulièrement Jacques pendant notre conversation est celui de l'équité sociale. Un thème qui lui tient de toute évidence particulièrement à cœur et qu'il détaille avec une précision scientifique. On essaye d'œuvrer pour une certaine équité sociale sur plusieurs aspects. Le premier, il est tout basique, mais c'est notamment de proposer des cafés et des chocolats qui soient à coût raisonnable. Le deuxième, c'est plus pour la santé humaine, donc évidemment des produits bio. On travaille d'ailleurs également avec des personnels en situation de handicap pour produire nos cafés et nos chocolats. Donc il y a actuellement une quinzaine d'ouvriers de l'ESAT qui nous aident donc sur Morlaix. Les salaires minimums chez Grain-de-Sail sont à 18%, donc au-dessus du SMIC, et on espère faire peut-être 20% dès que ce sera possible. Les salaires maximums, cette fois-ci, le mien compris évidemment, sont d'un facteur 3 maximum.
On a créé Grain-de-Sale Participation qui permet à tous les salariés, donc j'insiste à tous les salariés, ça peut être de l'ouvrier jusqu'au cadre dirigeant, de pouvoir devenir actionnaire de la holding Grain-de-Sale. Et puis enfin, chose qui peut peut-être paraître un peu étonnante en ce moment, mais on s'interdit de se verser des dividendes. Tous les bénéfices de l'entreprise repartent dans le développement de l'entreprise et uniquement dans cet objectif. Alors, je pense avoir peut-être sous-estimé au début l'impact positif de la prise en compte des valeurs à la fois environnementales, sociales. Ça génère un cercle vertueux qui est finalement très puissant. Ça va même jusqu'à l'envie des salariés de contribuer au projet. C'est bien plus profond effectivement qu'une simple impression. Ça génère un engouement, ça génère du coup de la motivation, ça génère même une certaine fierté finalement. Chacun de ces engagements pourrait faire l'objet d'une fierté pour l'entrepreneur breton. Mais alors, quelle est la réussite dont il serait le plus fier ? C'est de développer une entreprise autrement, de le faire de manière un peu plus subtile, pas dans une logique d'actionnaire finalement, mais plutôt dans une logique de meilleure intégration sur la planète, pouvoir quand même continuer à se faire plaisir, si on produit du café et du chocolat, c'est quand même un peu pour ça, ce sont des produits plaisir. Les prochaines années me concernant vont consister à poursuivre ce développement, tout en maintenant cet équilibre justement, et à bien veiller à ce que toutes les valeurs restent bien prises en compte dans notre développement, dans cet objectif de prouver que même à des échelles substantielles, on peut fonctionner un petit peu différemment de ce qui a été fait jusqu'ici. Je voudrais rappeler que le PIB, en fait, c'est un indicateur qui a été inventé suite à la crise de 29. Il est devenu finalement le seul indicateur qui a guidé les économistes pendant des décennies, en clair la croissance du PIB. Et à force de finalement se focaliser sur une croissance purement financière, on a fini par générer une décroissance environnementale majeure. Et donc on voit très concrètement que non, la croissance financière ne peut pas être infinie par nature, elle est corrélée avec ce que la planète est capable d'offrir comme service. Et donc, c'est un quasi-fonctionnement symbiotique. Si la planète se porte bien, la finance, à la limite, peut se porter correctement. Je pense qu'aujourd'hui, on a quasiment toutes les cartes en main pour faire un peu mieux. Je le rappelle souvent en 4 points d'ailleurs. Le premier, donc, c'est de relocaliser. Le deuxième, grâce à cette relocalisation, c'est de transporter moins, mais transporter mieux. En 3, de faire attention également à produire des objets de meilleure qualité, donc des projets qui puissent durer dans le temps, qui puissent durer plusieurs décennies, voire toute une vie, ou des produits alimentaires de bonne qualité, en bio, etc. Et pour qu'en 4, le consommateur ait enfin le choix de pouvoir acheter des produits de qualité faits plus localement. Cette envie de transmission, teintée de mobilisation, devient un véritable appel à l'action pour les entreprises qui, selon Jacques, en ont tous les moyens, sans attendre. Le temps des grands discours est un petit peu terminé. Il faut aujourd'hui passer aux actes et ne pas prendre le prétexte d'une certaine complexité ou d'attendre je ne sais quelle technologie. La technologie peut nous aider, mais il ne faut pas oublier que c'est également la technologie qui nous a partiellement enterrés. Si on prend l'exemple des engrais pour l'agriculture conventionnelle, tout ça, c'est de la technologie. Les engrais n'ont pas fait que du bien, loin de là. Toute entreprise est aujourd'hui capable de s'améliorer en profondeur. Il faut juste le vouloir, le faire avec un peu de méthode quand même, évidemment. Donc il faut savoir aussi le faire progressivement, mais il faut le faire et sans attendre. La rencontre entre Holland Associés, courtier à Concarneau, et Grain-de-Sale a lieu au tout début de l'aventure en 2015. L'acteur multispécialiste en assurance est reconnu pour son expertise maritime et en transport. Il réalise une étude conceptuelle globale en 2016 sur les activités marines et terrestres du projet Grain-de-Sale, avant d'en devenir l'assureur sur les 2 dimensions. Michel Kerouédan est co-gérant d'Holland Associés, responsable maritime et risque d'entreprise. Il nous raconte comment il a accueilli cette initiative. Grain-de-Sale était le premier ou peut-être une des premières sociétés à concevoir ce transport à la voile. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est une démarche très, très intéressante parce que là, on a en face de nous des entreprises qui transforment petit à petit
le monde économique en démontrant qu'on peut gagner de l'argent en faisant de l'écologie. Ce qui nous marque, nous, l'associé par rapport à Grain-de-Sel, c'est deux choses. Tout d'abord, l'aspect innovant et visionnaire du projet. À l'époque, en 2015, nous percevions déjà à l'époque que cette démarche de transport à la voile allait vite correspondre à des impératifs comme l'économie des énergies, l'impact carbone, les défis sociétaux. Et en fait, nous, ce qui nous a marqué aussi, c'est l'aspect prudent et raisonné du projet, donc étape par étape, en conservant le cap qui est fixé avec beaucoup de ténacité, afin d'asseoir cette démarche sur un socle solide et pérenne. Grain-de-Sel s'est vu décerner le prix Coup de cœur Generali de l'édition 2023 de SME Enterprise. Depuis son lancement en 2020, ce prix européen vise à promouvoir la durabilité parmi les TPE-PME. 13 000 d'entre elles ont déjà rejoint la dynamique. C'était Créateurs d'impact, le podcast de toutes les initiatives positives, sociales et environnementales pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Ce podcast est réalisé par Generali. À très vite pour un nouvel épisode et nous pouvons tous être créateurs d'impact.